Bane et Venom peuvent aller se rhabiller. Tom Hardy m'a encore plus régalé en 50 secondes de son combat surprise dans un tournoi de jiu-jitsu brésilien que dans ses deux grands rôles iconiques. L'acteur est arrivé en mode Mad Max, il a remporté la médaille d'or, il a roulé sur son adversaire, il lui a cassé le dos, il lui a croqué le cerveau. Le type est resté là, au sol, suintant, froissé, ressemblait à une MST à taille humaine, un petit peu comme celle qu'on a vue à la fin de la bande-annonce de The Last of Us. Plus que 3 dodos avant le début du festival Bulberry à Bourges où j'espère vous retrouver nombreux pour les animations avec la battle de dessin samedi 17h30 en salle de l'auditorium, 6 dessinateurs talentueux qui vont s'affronter avec férocité et j'aurai le plaisir d'être l'animateur. Il y aura aussi mon tout nouveau quiz à couvert que je vous soumettrai, du moins aux plus téméraires d'entre vous qui oseront s'y frotter et qui repartiront évidemment avec de jolis lots, des comics entre autres. Et puis il y aura aussi à 14h30 le samedi, j'animerai la conférence de Xavier Fournier sur les super-héros français ainsi que celle de Michael Jérôme, fondateur, rédac-chef de Comics Initiative, et Laurent Lefebvre qui est le meilleur portraitiste français d'Alan Moore en plus d'être le dessinateur et le fier papa de Foxboy, qui viendra vous présenter tout ça dans cette conférence. On va vraiment bien s'amuser, c'est pour ça. Venez, et en attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 366e JT Comics. Alors attention, prenez votre mal en patience, Electronic Arts a annoncé son jeu Iron Man très en avance pour justement attirer des talents afin de développer le jeu. Moi qui pensais que depuis The Simpsons Skateboarding, les CV ne cessaient d'affluer, apparemment pas. Pour ceux qui sont trop impatients, n'hésitez pas à chercher à débloquer la mission du mec bourré dans le casino sur GTA Online, c'est l'ultime Tony Stark Simulator. Et puis pour ceux qui préfèrent le jeu Black Panther, vous jouez à Stray, comme ça c'est fait. En attendant, pour nous, jouons plutôt aux news de la semaine. Griffé. La news vient de tomber, ça y est, Hugh Jackman reprendra son rôle de Wolverine dans le film Deadpool 3 qui va donc s'offrir un team-up classique des comics, Logan et Wade Wilson. Alors, on va pas se mentir, avec le problème de dosage, de l'humour qu'il peut y avoir parfois dans le MCU, quand on voit le dernier Thor par exemple, Deadpool c'est qui tout double. Soit il fait son entrée dans le MCU et Deadpool 3 ça devient un honest trailer de 3h30 sur l'ensemble des 4 dernières phases, soit ils nous font un 2/3 de Thérèse, ils nous prennent, ils nous retournent et ils font du personnage quelque chose d'un petit peu plus intéressant à mon goût, de plus intelligent, à savoir, ils en font un vrai héros. Et s'ils essayaient de prendre le contre-pied et de faire de Deadpool, qui a longtemps été méprisé par le reste des personnages de l'univers Marvel, un héros respectable, c'est arrivé plusieurs fois dans les comics, ils peuvent prendre exemple justement à la source, je pense à 2 reprises notamment, le run de Rick Remender de Uncanny X-Force, dans lequel pour X raisons, Fantomex se retrouve à tuer le jeune Apocalypse et que le seul à qui ça fait un petit peu péter les plombs, c'est Deadpool et c'est celui qui ose confronter Wolverine justement en disant on a quand même tué un gamin. Et alors Wolverine le rabaisse complètement en lui disant de toute façon toi tu es là, tu n'es qu'un mercenaire, tu n'es là que pour le fric, tu n'as pas de cœur. Deadpool se barre en disant ouais mais moi je n'ai jamais tué de gosse. Et on apprend par la suite qu'il n'a jamais encaissé un seul d'échec de la X-Force. Donc paf, dans ta gueule Wolverine. Le deuxième moment, en plus de Wolverine et de Deadpool, il y a aussi Captain America. Ça se passe dans le run de Gary Duggan. C'est dessiné par Declan Shalvey en plus. Et sans trop rentrer dans les détails, Deadpool se retrouve en Corée du Nord dans un charnier où se trouve une ex avec qui il a fait une enfant qui est probablement aussi parmi tous les cadavres incinérés. Et là il pète complètement les plombs, il n'y a plus de blagues, il n'y a plus rien du tout. Et ça permet à Captain America, à Wolverine, qui méprisait un peu le personnage, de changer de regard sur lui. C'est hyper tragique, ils sont obligés de l'extraire du charnier. Ça pourrait être intéressant, mais bon, déjà avec tout ce que Hugh Jackman a déclaré que Logan c'était sa dernière fois dans le rôle de Wolverine, et en plus c'était plutôt à propos avec les thématiques du film, on peut se douter que là, le Wolverine qu'on va voir dans Deadpool 3, ça sera un Wolverine du multiverse, pas celui de la Fox. Est-ce qu'ils vont accepter de faire du premier Wolverine qu'on va voir dans le MCU un salaud pour plutôt faire briller Deadpool? Il n'y a vraiment rien de moins sûr, j'y crois même pas trop, mais ça serait intéressant. Et puis vu la direction que prend Deadpool dans les comics actuellement, ça reste le clown de service qui veut à tout prix être accepté parmi les mutants de Krakoa, alors qu'il n'est lui-même pas un mutant, c'est juste un humain avec le petit peu du gène mutant de Wolverine, c'est son papa un peu. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette nouvelle et comment vous envisagez Wolverine et Deadpool 3 dans les commentaires.
vers la ruine. Vous passez une mauvaise semaine, vous pensez que la pire farce que vous ayez vue ces derniers jours, c'est la série She-Hulk qui nous promet un Daredevil mais qui ne nous le montre pas. En même temps, est-ce qu'on n'est pas un petit peu con, hein, si on n'aime que les cerises, mais ni l'alcool, ni le chocolat noir, de bouffer des mancheries alors qu'on pourrait tout simplement aller chez le primeur, hein. En vérité, c'est assez audacieux ce qu'a fait She-Hulk cette semaine. Moi j'aime beaucoup, hein. Je trouve que les commentaires sont un petit peu durs, même si évidemment, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, mais le principe du chef-d'œuvre c'est bien qu'il y en a très peu, donc ça sert à rien de dire ça à chaque fois qu'on critique quelque chose. Et moi la dernière fois que j'ai parlé de chef-d'œuvre, c'était pour le dernier épisode de Succession. Ce qui est merdique avec She-Hulk, c'est le format des épisodes beaucoup trop courts, t'as pas le temps de rentrer dedans, qui te mettent déjà dehors, hein. Et en revanche, la blague qui a duré beaucoup trop longtemps, qui a été bien trop coûteuse et qui implique un Hulk cette semaine, c'est l'histoire de la pauvre Chikae Ide, hein, donc une artiste mangaka japonaise qui a 74 ans, à qui on doit entre autres le manga de volleyball féminin Viva Volleyball, qui est passé de meuf qui font du volley à meuf qui se fait voler, puisqu'elle s'est faite escroquer près de 500 000 balles par un deepfake, hein, je vous dis pas la gueule des effets spéciaux, c'est mieux sur Disney+, hein, de Mark Ruffalo. Ça a quand même duré 4 ans cette affaire, et avant de condamner sans trop de pitié cette pauvre meuf, il faut essayer de comprendre, hein. Ça commence avec un escroc qui la contacte en se faisant passer pour Mark Ruffalo, qui lui dit tout ce qu'elle a envie d'entendre, les bons mots, hein, qui la valorise, qui s'intéresse à elle, à son travail, et il lui en faut pas plus à elle pour tomber amoureuse. Quand on lui dit que Mark Ruffalo, qui pourtant est américain, a quand même un anglais un petit peu douteux, il lui suffit d'un appel vidéo et le type se met un deepfake de Mark Ruffalo pour dissiper tous les doutes, hein. Ils finissent même par se marier en ligne. Les demandes d'argent commencent à affluer, hein. Je sais pas pourquoi Mark Ruffalo doit avoir besoin de thunes, il y a toujours plein de prétextes en vrai, hein. Soit il est malade, soit il est en plein divorce, soit il est bloqué. Tant qu'à faire, il aurait mieux fait de choisir un deepfake de Johnny Depp, le type, ça aurait été plus crédible. Pour commencer à dissiper le doute, il lui dit qu'il va la rembourser, on lui mène une valise de billets teintés, donc des billets probablement volés, hein, puisque c'est une arnaque commune à des billets teintés qu'on prétend pouvoir récupérer avec un certain produit chimique très dangereux, mais il y en a très peu, il faut en acheter, donc bon, c'est juste une manière de vous faire tenir. Sa fille commence un petit peu à mettre le nez dedans, elle met plusieurs mois à faire réaliser sa mère que c'est pas Mark Ruffalo, non. La meuf finit par réaliser qu'elle l'a dans le Hulk, hein, mais c'est un petit peu tard puisqu'elle a déjà donné tout l'argent de son partenariat avec Gucci dans le luxe, hein. Elle a filé de l'argent qu'elle devait à ses assistantes puisqu'elle continue de faire du manga, elle a filé des économies de son propre fils, bon, elle s'en sort et quand même elle transforme ça, elle raconte cette expérience à peu près dans un manga qui s'appelle Poison Love, et j'espère que c'est pas juste une grosse opération de com montée toute pièce, mais je pense pas, donc méfiez-vous à qui vos parents vous parlez sur internet. Trop profond. Bah alors, on m'a toujours parlé en bien des Trekkies, mais certains fans de Star Trek semblent s'être un petit peu laissés emporter quand ils ont vu que le scénariste Ryan North avait nommé un des vaisseaux le Lovelace, et ils se sont imaginés que c'était en hommage à l'actrice porno des années 70 Linda Lovelace, star de Gorge Profonde, alors que c'est évidemment un hommage à Ava Lovelace, et qu'elle, tout ce qu'elle avalait, c'était du code informatique, puisque c'est la première à avoir créé un programme informatique sur machine analytique, et le ITIC a son importance ici. En résumé, il y en a une qui faisait du sexe point alors que l'autre faisait des points exés. Lou y es-tu ? Un jour en 2008, Robert Downey Jr. a commencé à faire des vannes et ça allait très bien avec son personnage d'Iron Man. Sauf que c'était Venom, le symbiote de la vanne qui s'est propagé à tous les personnages du MCU, qui a parfois des airs de JCC, Jamel Comedy Club. C'est pour ça que je compte un petit peu sur les petits projets du MCU pour se démarquer, mais je reste quand même sur mes gardes quand on me montre des nouvelles images du spécial Halloween de Werewolf by Night, donc tout le pan horrifique de l'univers Marvel, et quand on me dit que c'est la preuve que ça va être de l'horreur, non, à tout moment c'est un caméo de la chose qui tente une olive sur Verussa, mais je reste optimiste, vous le savez, en plus au pire, hein, moi je me replonge dans les comics, hein, mais la page Disney+, qui présentait ça au début comme une comédie, a changé, maintenant c'est classé comme de l'horreur, hein, c'est un bon plan. Les premières critiques sont vraiment ravies, hein, elles expliquent que c'est le meilleur projet Disney+, du MCU à ce jour, hein. Bon, on va quand même voir. Ça serait violent, il y aurait une prise de risque et Marvel Studios aurait laissé une belle marge de manœuvre en termes d'horreur, hein. Ça serait un vrai hommage aux comic books d'horreur des années 70 avec l'esthétique des films d'horreur des années 30. Il me tarde de voir s'ils ont vraiment changé la recette, hein, et si
ça se démarque, comme quand tu ouvrais un Marvel Spotlight, le Next Waves de Warren Ellis, ou alors le Punisher de Rick Remender, le Franken Castle, donc je reste vraiment chaud pour le 7 octobre. Attention, spoiler sur She-Hulk, je ne fais plus aucun pronostic sur la série, déjà parce qu'ils aiment trop nous surprendre, qu'ils sont plutôt bons pour ça, et que je me suis fait niquer, je suis un petit peu vexé la semaine dernière, comme tout le monde, mais je reste très intrigué par ce qu'on a vu à la fin de l'épisode, à savoir l'organisation Intelligentsia, qui a été créée par Jeff Parker et Paul Pelletier dans l'event Fall of the Hulks dans les années 2010-2009. Ça réunit tous les plus grands génies criminels de l'univers Marvel, donc pour ne citer que, il y a eu Fatalis, sur la fin il y a eu le leader qui va revenir dans Captain America 4, et il y a MODOK qui sera dans Ant-Man 3, donc est-ce que ça va venir jouer dans tout ça? Probablement, mais zéro pronostic. Ce qui est marrant en revanche, c'est de voir comment c'est intelligent, ils ont d'abord choisi de les faire passer pour un groupe de trolls en ligne, et c'est très méta puisqu'il y a beaucoup de trolls sur la série She-Hulk, comme absolument dans tous les domaines, pour justement faire évoluer ça en organisation peut-être d'esprit plus affûté, qui manipulent l'opinion publique et qui vont faire basculer la haine en ligne en actes réels motivés par la haine. On tarde de voir où ça va. On nous promet que le dernier épisode va nous surprendre. Est-ce que ça veut dire qu'il durera plus de 12 minutes 50 ? J'espère, deux qui, j'espère, nous surprendront aussi, c'est Ian Parker et Jeff Kaplan, les scénaristes du futur film Fantastic Four, les 4 Fantastiques, donc du MCU, qui sont relativement nouveaux dans ce milieu. Ils ont écrit que quelques comédies romantiques que je n'ai pas vues, donc si vous les avez vues, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça fait un peu trembler, mais on verra. Et en revanche, là où il n'y a pas de surprise, c'est sur Black Panther 2, puisque Namor sera bien un mutant dans le MCU, le deuxième après Miss Marvel, et l'acteur Tenoch Huerta a déclaré qu'ils allaient se détacher des mythes grecs, donc il ne régnera pas sur Atlantis, mais plutôt se rapprocher des mythes méso-américains, et c'est pour ça qu'il sera le patron de la cité de Talocan, qui est une cité paradisiaque dans laquelle vont tous ceux qui sont morts à cause de l'eau. Donc on ne verra ni Gérard Depardieu, ni Jean-Marie Bigard, vous l'avez compris. C'est cohérent avec les autres choix du film. Moi, je m'en fous du panneau qui est à l'entrée de sa ville, tant qu'il conserve son arrogance et son côté non aligné qu'il a dans les comics, ça me va. Comics brut. Et dans l'actu purement comics, DC se la joue dealer de drogue, puisqu'il demande à tous les libraires de partager le QR code en couverture de la nouvelle mouture de la série Batman Incorporated, quand Batman avait décidé de se mondialiser. Cette fois, c'est Ed Brisson et John Timms qui reprennent les rênes. Je vous dis pas, je vous spoil rien. On nous dit que les libraires qui font ça augmentent leurs commandes de 25 à 30% au final, et j'y crois très fort, et je pense que tous les éditeurs français devraient proposer de la preview, ne serait-ce qu'en numérique, si on veut pas trop gaspiller du papier, même si d'ici s'en branle de la pénurie des ressources, puisqu'ils repartent encore dans les années 90, où là il n'y avait pas la fin de l'abondance, puisqu'ils nous proposent de nouvelles couvertures en relief métallisé. On ne sait plus si on est dans un comic shop ou chez Citroën, et ça avait été très populaire dans les années 90, notamment celle du Silver Surfer, qui est un personnage ultra propice à ça, puisqu'il ressemble à une boule de pétanque, à un objet ludique avec lequel on peut passer des très bons moments à Marseille et à la Fistinière. Mais surtout, ne vous trompez pas, il y aura du Joker, du Batman, du Wildcat, il va y en avoir plein. On va voir si la folie reprend comme dans les années 90, auquel cas attendez-vous à voir peut-être de nouvelles couvertures ajourées, ou alors encore pire, des couvertures qui brillent dans le noir comme un coureur du Tour de France qui sort pisser la nuit. Et puis le génialissime Eric Powell, créateur de The Goon, avait publié son personnage via l'éditeur Dark Horse pendant près de 20 ans avant de le récupérer quand il avait fait sa propre maison d'édition, Albatros Funny Books, qui maintenant a été intégré à Dark Horse. C'est l'histoire d'un aller et d'un retour, comme le livre de Bilbo ou l'histoire de ta conception. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Dark Horse commence à avoir pas mal de petites enclaves sympathiques, les Burger Books, le Jinx World de Brian Michael Bendis, maintenant du Powell. Si ça peut faire rééditer les Library Editions que j'ai loupés, qui sont maintenant hors de prix, eh bien moi ça me va. Et puis parlons de Bonjo. Bonjo, c'est un extraterrestre, un alien. Bonjo, il mange tout ce qu'il trouve sur Terre. Bonjo, en gros, c'est moi pendant les 33 premières années de ma vie, et j'ai 32 ans. Il a été créé par monsieur Kevin O'Neill. Ça a commencé par un strip absurde dans une prog de 2000 AD. Ensuite, il a été intégré à certaines franchises de l'éditeur. Et bien, il va revenir pour un numéro spécial Noël, scénarisé par Garth Ennis, dessiné par O'Neill. Et c'est ça que j'aime bien avec Garth Ennis, c'est qu'il a écrit des chefs-d'œuvre. Il a écrit Preacher, il a écrit The Boys, il a écrit tout plein de trucs. Mais il n'hésite pas, quand tu lui demandes 13 pages de script pour Bonjo, à reprendre des risques. Il se note pas, il revient, et c'est ça que j'aime chez lui, et c'est pour ça qu'on reviendra nous aussi.
Lisez, hein, et cette semaine, préparation intense des festivals d'octobre, hein, puisqu'à Bourges, ensuite il y a Saint-Cana le 15, le 22, 23, il y a le festival d'Allo, et puis le dernier week-end, hein, Call Me, si jamais vous avez envie de quelqu'un pour vous faire des animations sur un festival, mais j'ai quand même pris le temps de lire les nouveaux maraudeurs, la nouvelle équipe par Steve Orlando et par Eleonora Carlini, hein, et j'ai beaucoup aimé le début, j'aime beaucoup ce que fait Orlando, à savoir de bien montrer qu'il a cerné la continuité des personnages qu'il utilise dans son nouvel équipage de Kitty Pryde, en même temps de venir un petit peu en rupture avec notamment certaines choses qu'a écrit Tom Taylor dans X-Men Red, mais c'est bien fait. Je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. Ce que je sais, c'est que les dessins de Carlini m'ont parfois un peu décontenancé parce que c'est un peu manga naïf, un peu shoujo sur vraiment certaines expressions faciales, mais la plupart du temps c'est des planches que je peux pas trop vous montrer pour pas vous dévoiler le personnage, le dernier membre de l'équipage un petit peu surprenant de ces nouveaux maraudeurs, mais ça tabasse, il y a une énergie digne du plus dynamique des shonen, donc j'ai beaucoup aimé. On verra, hein, c'est quand même un numéro 1, donc il faut toujours se méfier des numéros 1, on juge normalement à la fin du 5. Pourquoi pas, hein, mais en attendant, je vous laisse me dire ce que vous lisez dans les commentaires, ou geekez, hein, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci de l'avoir suivi, merci d'être toujours aussi nombreux à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, je vois tout et ça me fait chaud au cœur. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre et vous êtes vraiment marrant. Sur les réseaux sociaux également, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, hein, votre espace de liberté depuis plus de 7 ans. Je vous fais des gros bisous, rendez-vous à Bourges ce week-end ou la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Tiens, Anthony Mackie révèle un attribut physique que Captain America se doit d'avoir. Le Steve Rogers de Mark Millar dans l'univers Ultimate, je sais ce qu'il aurait dit, hein, une bite immense, la bite de l'Amérique, ce A sur mon front, ça veut dire énorme tub. Ouais bon après c'est Captain America, pas Bernard Pivot.